Trunks. To some, they're just wooden boxes. But to many, they're a surrogate for adventure, a reminder of people and a time long gone. It all started a few years back. I discovered the brand Goyard after seeing a wallet of theirs in a music video. After a short amount of research into the company, I became fascinated by their long history, and before long, I purchased my first Goyard item, a small brown card holder that I'm still using to this day. After that, it was a bag, then another bag, then another bag, until one day I stumbled upon a Goyard trunk for sale on Facebook. Well, at least part of one. I immediately bought it, and once it arrived at my house, I was hooked. The hunt for these rare antiques hasn't stopped since. Over the years, I've developed a sizable collection of French trunks and luggage, and I've made a few friends along the way. The one thing that always fascinated me about trunks was the stories behind them, the trunk's past life. And every once in a while, you're able to uncover a trunk's past. I've had that experience twice now. Once with my Goyard wardrobe trunk that I'm 95% sure belonged to a woman named Aida de Acosta. Aida was an American socialite, the first woman to ever pilot a powered aircraft. She went on to establish the first eye institute and first eye bank in the country, and she was also the head of the Municipal Art Committee in New York City. That research process was a lot. It consisted of 1 million Google searches, so many phone calls and voicemails, and a grumpy old woman, Aida's elderly granddaughter, who refused to speak with me directly and gave me only the shortest of answers in regards to the trunk. Yes, it was hers. A much easier discovery came with my 1912 Moina trunk. I took a look at the labels on the side of the trunk and I found a couple names, one of which was Maria Soledad Carrasco. After a little bit of research, I was able to find out that she had a pretty notable grandfather. That man went by the name of Nicolas Maria de Urgoiti. I think I'm pronouncing that right. Anyways, he was a notable figure in Spanish journalism, and his initials perfectly matched up with the ones on the side of the trunk. NMU. Although I consider myself an enthusiast and a collector of these trunks, I know some of my friends in Europe know far more about these elusive objects than I do. So as I left for 3 months of study in Rome, suitcase in hand, I knew that I had to take advantage of my time in Europe. I needed to gain some insight from some of the people who know trunks the best. So I set out to see what stories might lie ahead for me. So we're currently here in Paris. Our reason for being here is to visit my good friend Charlie. Now, Charlie and his family are collectors of antique French trunks, so we're looking to visit his shop right near the Eiffel Tower, learn a little bit more about his story, his family's story, and maybe see a few trunks. So let's check it out. Bonjour, je m'appelle Charlie Martin et je suis restaurateur de malles anciennes. Donc on a une collection en Normandie de plus de 700 malles, une collection familiale, et avec mon père, nous sommes spécialisés dans la restauration, l'achat et la vente de malles. Donc ça fait plus de 25 ans que mes parents font ça. Moi, j'ai 22 ans. Nous, vraiment, ce qui nous plaît énormément dans ce métier, c'est d'abord les histoires de ces bagages. À chaque malle que nous pouvons trouver, il y a une histoire qui est associée à cette malle, et une grosse partie de notre travail, c'est de comprendre ces histoires. Donc vous avez des étiquettes d'hôtel sur les malles, vous avez des noms qui sont inscrits, vous avez des étiquettes de transport,
Et tout de suite, quand on voit une malle qui vient de sortir du grenier, on peut comprendre si elle a traversé l'Atlantique, on peut comprendre si elle était en Afrique, si elle était en Inde. Tout de suite, c'est tous ces voyages qui ressurgissent et qui vous donnent vraiment une initiation au voyage pour nous. Et surtout, on découvre une façon de voyager qui aujourd'hui est complètement différente. C'est une période de 1880 à 1939 et cette période c'est vraiment pour nous the golden age of travel. Et on retrouve dans cette période les plus grands paquebots, le Normandie, vous aviez malheureusement le Titanic, mais vous aviez le France, vous aviez vraiment tous ces grands palaces flottants, vous aviez aussi les plus grands trains avec l'Orient Express, avec the Golden Euro. Les voyageurs avaient systématiquement des malles, des bagages, des sacs, et nous cherchons ces bagages, ces plus beaux bagages, ces plus belles malles qui étaient à bord de ces véhicules, de ces bateaux et de ces trains. Et c'est vraiment ça qui nous inspire, c'est ça qui nous fait rêver, de comprendre ces histoires et de les replonger au milieu de ce contexte. Par exemple, nous venons de trouver cette valise, c'est une pièce vraiment très rare qui date de 1924, et elle a fait la croisière noire d'André Citroën, donc elle a traversé l'Afrique sur les tout premiers véhicules auto-chenilles. Et on voit que cette valise était sur donc, la dernière voiture du convoi, la voiture numéro 8, qui s'appelait la Pégase, et elle appartenait à Clovis Balourdet, qui était le mécanicien en chef de la croisière noire. Les trois plus grands fabricants de malles de l'époque étaient Louis Vuitton, Goyard et Moina. C'était vraiment les bagages les plus luxueux que vous pouviez trouver, c'était dans ces boutiques. Louis Vuitton a commencé en 1854, Moina aux alentours de 1846, et Goyard, qui est le plus ancien, historiquement, c'était la maison Martin, avant de s'appeler Goyard, et là on est en 1792. Donc c'est vraiment très ancien. Et là, ce qui est intéressant avec la maison Goyard, c'est qu'à l'origine, avant d'être maltier, on parle vraiment de coffretier, laillotier. Donc ce n'était pas des malles, c'était vraiment des caisses. Et c'était pour transporter les vêtements, pour transporter les robes. Mais ça n'avait rien à voir avec une malle de luxe. Et à la suite de ça, vous avez la maison Moina qui est apparue, avec notamment les frères Colombier. Et vous aviez notamment la maison Louis Vuitton. Donc Louis Vuitton, l'homme, est né à Archer dans le Jura. Et il a monté son entreprise en 1854, donc il n'est parti de rien. Il est parti à pied vers Paris, et sur son chemin, il a rencontré des personnes qui travaillaient le bois, donc il s'est familiarisé à ces matières. Une fois arrivé à Paris, dans les années 1830-40, là il a été dans une entreprise qui s'appelait Maréchal, et dans cette entreprise, il a commencé à se spécialiser dans la fabrication de caisses en bois, de layette. Et Louis Vuitton a décidé en 1854 de créer sa propre entreprise. Ils étaient rue des Capucines dans Paris, et la grande innovation de la maison Vuitton, c'est ça qui a absolument tout révolutionné, c'est d'aplanir le capot de la malle. Donc au lieu qu'elle soit bombée, il a décidé de les rendre parfaitement plates, puisqu'il a anticipé le développement des wagons. Et les clients à cette période commençaient petit à petit à de plus en plus voyager en train plutôt qu'en calèche. Et il était nécessaire dans le train de pouvoir les empiler. C'est à partir de ce moment que la malle de luxe est née. Louis Vuitton a voulu en tout point se démarquer, et c'est aussi dans ce contexte qu'il a inventé les toutes premières toiles à motifs, avec des rayures, avec du damier, puis en 1896 avec du monogramme. Nous sommes en train de travailler avec une marque qui s'appelle Lamal Bernard, qui est un des plus anciens maltiers français, ça date de 1846, donc on est vraiment dans les mêmes périodes que la maison Moina et la maison Louis Vuitton, vraiment au commencement de la malle de luxe, et on est en train de travailler ensemble pour relancer une nouvelle gamme de malles, des objets neufs, sur mesure, uniquement des bagages sur mesure, avec exactement la même fabrication de ce qui se faisait de mieux à l'époque, mais avec les contraintes actuelles. Donc faire des mécanismes pour les montres, mettre des caves à cigares, mettre des emplacements pour le whisky, on fait vraiment absolument tout ce que vous voulez, et c'est ça qui est intéressant. On est libre de faire la malle qu'il vous faut.
Aujourd'hui, nous, c'est une entreprise donc familiale qui s'appelle Bagage Collection. À peu près 700 bagages de tout type, de toutes les époques, et surtout on a des malles de toutes les marques. Alors évidemment pour nous le plus dur, et à chaque fois nous nous exposons dans des salons par exemple, et très souvent les personnes nous demandent mais comment faites-vous pour trouver ces pièces? Et c'est vrai que c'est là la partie la plus compliquée pour nous, puisque ces malles, il n'y en a pas eu tant que ça, elles accompagnaient les personnes les plus célèbres et les plus riches du 20e et 19e siècle, donc forcément c'est très sélectif. Elles sont dans des caves, elles sont dans des greniers, elles sont dans des sous-sols, elles attendent, parfois elles sont dans des maisons et les clients essayent de la garder le plus longtemps possible. Par exemple, là on est sur une malle Louis Vuitton des années 1913, en superbe état, vous avez avec les poignées cuir, une toile au pochoir, de la losine sur les bords, et ça c'est une malle que nous avons trouvée dans un grenier en Suisse. Donc ça faisait plus de 60 ans qu'elle était dans ce grenier. Nous l'avons emmenée en Normandie, restaurée, et la voilà aujourd'hui dans cet atelier, dans cette petite boutique à Paris. Nous devons trouver les méthodes de restauration et de fabrication de l'époque. Nous devons vraiment comprendre comment la malle était faite pour pouvoir lui redonner sa splendeur d'antan. Et notre objectif quand nous faisons ces restaurations, c'est vraiment de conserver au maximum tout ce qu'il y a d'origine sur la malle, en conservant bien précieusement les stigmates de son passé et en lui redonnant simplement une nouvelle jeunesse. Que le cuir soit entretenu, que la toile soit nettoyée, mais bien conserver chaque marque du temps. Et là on voit que c'est une malle qui était pour un homme. Pour ça que vous avez juste ici l'emplacement pour mettre les chapeaux, vous avez là l'emplacement pour mettre les faux cols de chemise, et juste ici vous pouviez mettre les cravates. Juste ici, et vous avez là la petite clé Louis Vuitton d'origine. Donc dans ce contexte, eh bien, on essaye d'être un peu sur tous les fronts, on essaye d'être le plus connu possible. Et d'abord on est assez présent sur internet, ça aide beaucoup. C'est un pilier pour nous dans la recherche, dans le sourcing. Maintenant on a aussi des personnes avec qui on travaille un peu partout dans le monde, qui grâce à eux, ils nous proposent, par exemple vous avez David qui fait cette interview aujourd'hui, qui nous aide à trouver des pièces. Il nous envoie des photos, on essaye de travailler ensemble. Quand nous allons aux États-Unis pour acheter des pièces, nous allons chez lui, nous travaillons ensemble, nous l'aidons aussi. C'est un métier de passionné, donc on a la chance on parle le même langage et ça c'est très important. So as I wrap up my 3 months exploring Europe and studying in Rome, I've got to meet a ton of new people and explore a ton of places that I never in my life thought I'd have the opportunity to explore. And it's really opened my eyes to a lot of things. One of them being that no matter if you speak a different language than someone or you're not from the same place as someone, something as simple as having a shared interest. For me, it was luggage and trunks. Having that shared interest can bring people together like that. As I get ready to return from bustling Rome, I'm excited to get back to my collecting. Hopefully when I get home, I'm gonna have 3 new trunks waiting for me, fresh from Oslo, Norway. So until I come back to Europe, I guess it's on to the next trunk and the next story.